Shirley, coucou. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Je suis trop contente de te recevoir, vraiment. Ravi. Putain, je te l'ai dit en off. Même toi, t'avais un petit truc en mode, on s'est pas déjà vu ou quoi. Et t'as une super mémoire parce que j'avais vu ton spectacle à Nice, parce que j'ai vécu 12 ans à Nice. Yes. Et je t'avais attendu à la sortie. On avait rapidement discuté. Tu m'avais tellement impressionné ce jour-là. En fait, on s'était serré la main, j'arrivais pas à lâcher ta main. Je me rappelle, tu m'as dit, oh, faut lâcher ma main. J'ai mal, là. C'était intéressant, tu m'as impressionné ce jour-là. Ça fait toujours plaisir pour un début d'interview. Je rigole. En fait, c'est bien, mais pas du tout. Non, mais c'est de t'avoir en face, tu vois, genre, parce que tu vois l'artiste sur scène. Ben oui. Et en fait, tu sacralises normalement, tu vois, un peu l'artiste. Et du coup, tu l'as en face, et t'es là en mode, mais c'est elle, et tout. Et du coup, ça fait hyper plaisir parce qu'à ce moment-là, j'avais pas le média, et là, j'ai le média, et t'es là. C'est trop cool. Merci pour ta confiance, vraiment. Plaisir, je me suis dit, je connais ce visage, donc il y avait une forme de familiarité, quoi. C'est marrant. Je me sentais à l'aise, quoi. Mais ça, c'est fou, quand même. Ça veut dire que vraiment, tu considères les gens qui te parlent, parce que, j'imagine des gens qui t'attendent avec tous les spectacles. T'as plus de 10 ans de carrière que t'as fait, t'as encore passé, quoi. Oui, après, il y a des gens que j'oublie, hein, clairement. Si tu m'as serré la main longtemps, peut-être je me rappelle de ça. En fait, j'étais là en mode, c'est Charles Soignant. J'arrivais pas à arrêter. C'était long. Oui, je pense qu'il y a des humains qui se connectent plus que d'autres, tu vois, et puis donc, je suis pas étonné quand je vois ton média et ce que tu fais. Ça, genre, santé mentale, l'humain, etc. C'est un peu notre démarche, avec tous les deux. Donc. Ben, c'est ouf, parce que tu vois, à l'époque, ton spectacle en parlait un petit peu. Ouais. Mais, c'était quoi comme spectacle? Alors, il y avait la partie sur l'iPhone. Beaucoup anticapitalisme, en mode, t'avais lâché l'iPhone, que tu réfléchissais à un autre mode de vie et tout. Ouais. Ça, c'est tous mes spectacles, hein, je crois. Je fais même pas tous mes spectacles, je suis en galère, je fais peut-être je vais changer de vie, après je fais prenons l'iPhone. Mais c'est vrai que j'ai vu dans une de tes interviews qu'au final, t'avais repris Apple. Ouais, j'ai essayé, hein, mais en fait, le monde tout est fait pour que je fais. Oui. Franchement, rien faire sans téléphone, c'est terrible. Et puis, je trouvais ça ridicule ne pas avoir de smartphone et de devoir demander, par exemple, ma route aux gens. Et dire, vous pouvez utiliser votre iPhone. Vous avez les mains sales, pas moi, tu vois. Il y avait un truc un peu incohérent, je me suis dit, bon. Mais tu sais que c'est très juste ce que tu dis. J'ai des potes, ils demandent à des gens de commander sur Amazon. Pareil, et ils ne veulent pas commander eux-mêmes. Non, mais à un moment, c'est bien, t'as été honnête envers toi-même. Ouais. Je me rappelle que dans ton spectacle, tu disais que t'étais parti pour avoir un gros téléphone, genre les téléphones sans Internet. Oui, tu l'as eu, ouais. Et pendant 2 ans. 2 ans? Ouais. Ah ouais. Je suis parti à la campagne en Belgique à l'époque. Parce que j'aime bien bouger tout le temps. Je reviens à Paris à chaque fois, mais je suis toujours à gauche à droite. Donc là, j'étais parti en Belgique, j'avais aucune raison d'avoir. J'ai pas de réseau là-bas, donc j'étais là, pas de téléphone, pas besoin. Et puis je suis revenu à Paris et c'est reparti, quoi. Putain, grave drôle. Mais je vais quand même te présenter, faire une présentation stylée. Pour faire style, on a bossé, parce qu'on a bossé, je suis. Je t'en prie. Alors. Je me connais, donc. Ouais. Je vais découvrir les trucs. Allez, on sait pas, hein. Tu es humoriste et comédienne. En 2019, tu étais dans la série Netflix Humoriste du Monde. Tania aussi était dedans. Tout à fait. Tania Dutel, qu'on aime beaucoup. En 2022, tu as créé le Barbès Comedy Club, où on a pu trouver, entre autres, Tania Dutel. En 2019. Je l'ai dit, pardon, okay. Parce qu'en 2022, il y a une nouvelle scène qui s'est faite là-bas, dont j'ai pas trop envie de parler d'ailleurs, parce que il y a eu beaucoup de conflits, mais avec le propriétaire des murs. Et moi, j'ai ouvert le Barbès Comedy Club en octobre 2019. Ben, je vois mon info. C'est pas grave, jusqu'en 2022. Et puis ensuite, ça a été repris. Avec une autre marque. Ça a duré, du coup, 3 ans. Exactement. C'est des deux fous. Ouais. Et dedans, on a pu retrouver Tania Dutel, Fianne Kojandi ou Paul Mirabel, entre autres. Il y a eu beaucoup de passages. Cette année, ton dernier stand-up Être humain est au cinéma. Trop cool. Il y a des ciné-rencontres qui sont prévues un peu partout. La première, elle est à Saint-Ouen, le 31 janvier de cette année, donc 2025. On peut voir toutes les dates et tous les endroits sur ton site shirleysoignon.com, qu'on mettra évidemment en lien dans la légende de la vidéo. Merci. Être humain, c'est un titre qui interpelle. C'est quoi pour toi être humain en 2025? C'est une grande question pour ouvrir l'interview. Exactement comme en 1880, ça doit être exactement la même. Mais en fait, c'est. Mais t'as peut-être toi-même évolué déjà dans cette vision de ce que c'est être humain, en fait. J'ai fait une définition, en fait. Ah ouais? Ce que c'est être humain. J'ai en tout cas une tendance, une direction pour moi de ce que c'est être humain. Et on l'a un peu dans le dictionnaire d'ailleurs d'être doué de compassion et d'empathie. C'est très con, mais en vérité, c'est hyper dur à faire parce qu'il faut être empathique avec soi déjà. S'aimer soi, c'est une phrase un peu chiante, mais être humain, c'est ça pour moi, c'est avoir ce truc de société, de vivre en société. Parce qu'on est, être humain, s'il y a pas d'autres gens, ça marche pas, quoi. Et donc moi, c'est ma tendance à aller vers quelque chose de très spirituel et religieux finalement, l'amour de l'autre. Tendre l'autre joue, tu vois, tout ça, quoi. Tendre l'autre joue, c'est de la souffrance, l'histoire. Non, c'est genre, c'est de la résilience.
Ok. Et d'être humain aussi pour moi. C'est vraiment genre accepter que, c'est pour ça que d'ailleurs que le ciné rencontre, je l'ai appelé libérer notre rapport à la vulnérabilité. Ouais. Être humain, c'est être vulnérable. Enfin, c'est ça être vivant. Tu vois, ce verre, il est fait pour casser aussi. Sa matière casse. Et donc, il faut accepter cette vulnérabilité-là. Donc, être humain, c'est être vulnérable. Et toi, tu arrives à accepter ta part de vulnérabilité? Ouais, de fou. Alors des fois, enfin, il y a des levels, il y a des étapes, tu vois, il y a des trucs qui sont plus ou moins faciles à accepter. Et là, en ce moment, d'ailleurs, je suis dans un truc où j'ai filmé pratiquement toute ma carrière en vidéo, les off, les machins et tout. Et il y a des périodes de ma vie où je fumais beaucoup, où on paraît. En fait, enfin, quand tu te filmes et que tu te vois, et t'es là, c'est moi ça. Et je suis en demande à des gens de me cadrer pour faire des plans, pour des plans de coups, pour des mini-films, je sais pas, et documentaires que je comptais préparer. Et en fait, la personne qui me cadre et tout, je lui dis: «Zoom, vas-y, zoom». Je me vois et je suis là: «C'est moi qui fais ça?» Enfin, je suis pas agréable à regarder, quoi. Je me dis: «Merde, j'ai été cette personne chiante, quoi». Ok. Donc il y a des trucs qui sont plus ou moins faciles à accepter. Et là, je les accepte, mais j'ai une petite larme avec. Je suis là: «Waouh, j'ai été comme ça avec des gens dans mon travail et tout. J'ai été une connasse, à ce point-là». Donc, t'étais stressée? C'était quoi? Non, c'est une connasse, hein, je crois. Vraiment que j'étais juste une conne. Non, je pense, oui, c'est le stress. C'était aussi l'avant recouvrement de mémoire. Je pense que toute ma vie, j'ai toujours tout fait par moi-même, dans ce truc de tu vois, toujours Contrôle fric de ouf. voilà, au-delà du contre-fric psychorigide, quoi. Et donc, plus je me mettais de pression, plus j'en mettais aux autres, en fait, sans m'en rendre compte, en pensant que on pouvait tous. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a eu des périodes très compliquées et s'en est suivi un burn-out. Mais du coup, l'acceptation, de cette vulnérabilité-là, tu vois? De dire, en fait, Shirley, tu été comme ça hyper dur parce que tu voulais pas accepter cette vulnérabilité à ce moment-là. Et aujourd'hui, oui, ce travail, il se fait beaucoup plus facilement. Il se faisait à l'époque uniquement sur scène, mais il était hyper contrôlé. Tu vois? Ce rapport à la vulnérabilité, c'est-à-dire: «Tenez, je vais vous montrer un truc où j'ai été faible, on va en rire ensemble». Mais en fait, c'est une façon bizarre d'accepter enfin, presque, on se demande, les humoristes, à quel point on cherche la merde dans nos vies pour pouvoir le raconter sur scène, tu vois? Bah oui, oui. Donc, à quel point on est vraiment dans la résilience. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, oui, après l'arrêt du stand-up et tout, je me dis: «OK, je commence vraiment à accepter cette vulnérabilité-là que j'ai». Et toi, tu trouves que il y a un espèce de tabou peut-être dans la société et il y a peut-être une volonté pédagogique et de transmission dans le fait d'enlever justement le tabou sur cette vulnérabilité à travers ton spectacle Être humain? Je croyais avoir compris la question au début, après j'ai pas compris la Même question. moi, je suis pas sûre d'avoir compris. Attends, t'as dit quoi? Est-ce qu'il y a, en gros, il y a une volonté de transmission à travers ton spectacle Être humain, dans l'idée que la vulnérabilité, c'est pas un tabou et du coup, enlever cette idée dans la tête des gens que dans la société, on doit avoir honte de nos émotions. En gros, c'est ça le délire. Oui, oui, totalement. C'est vraiment ce que je voulais avec le spectacle Être humain, c'était montrer par mon histoire personnelle que c'était hyper universel et que c'était OK. Et surtout après 16 ans de scène, une fois que quand tu m'as vu pendant 16 ans, faire: «Hey, ça va les copains?» toujours dans la joie et tout, de dire: «En fait, toute cette vie-là, elle existe que sur scène, hein. Vraiment, je vais pas du tout bien dans la vie, en fait». Et donc je le raconte dans ce spectacle, quoi, en disant que j'étais en hôpital psychiatrique, que j'ai fait des chutes, que j'ai pris beaucoup de coke pendant un moment, que Pendant ta carrière ou avant? pendant ma carrière. Ah non, avant j'étais un enfant. J'ai T'as commencé à quel âge? j'avais 19 ans. Ah ouais. Donc du coup, j'ai toujours vécu dans le milieu et oui, c'est ça, donc j'avais besoin de raconter tout ça, en ayant très peur de le raconter, en parlant de cet traumatisme d'enfance qui m'était revenu dans la gueule. Et ça, c'est un problème d'humoriste, c'est que tout de suite, c'est là: «Bon, faut que j'en parle sur scène». Tu là: «Peut-être faut dormir avant». Donc j'en ai parlé pendant 2 ans, après j'étais là: «Faut dormir maintenant». Et donc j'ai pas terminé la tournée comme prévu, elle s'est arrêtée prématurément parce que je me suis écouté, je me suis dit: «Là, il faut que tu acceptes que tu es vulnérable et tu as un niveau de vulnérabilité qui est très haut. Il faut dormir, quoi. Et il faut le dire aux gens et c'est pas grave, c'est OK». Et est-ce que peut-être tous les moments que tu as eu de difficultés où tu as été en hôpital psy dont tu parles, tu as parlé aussi d'un burn-out, c'est parce que justement tu t'es pas écouté? De fou. Mais en fait, c'est vraiment genre, donc en gros, ce recouvrement de mémoire-là, il est venu tout expliquer. À un moment donné, j'étais: «Ah, c'est pour ça que je fais comme ça bizarrement, que je marche sur une jambe depuis tant de temps». C'est ouf. Tu vois, que t'es fatigué, tu t'épuises, t'as l'impression que le monde est sur tes épaules. Et en fait, c'est juste parce que ce truc-là n'était pas réglé, il était même oublié. Et donc, cette pièce de puzzle-là vient tout remettre en place et il me fait comprendre pourquoi j'avais peur des autres, pourquoi je faisais confiance à personne. Tout simple, enfin, c'est assez logique, en fait. Mais donc l'HP, c'était avant, effectivement, parce que j'avais pris trop de drogue dure, parce que je poussais le bouchon, que je travaillais en même temps. Pour supporter certaines choses. Pour supporter ce toc-toc dans ma tête, là, l'inconscient qui toquait en disant: «Faudrait qu'on parle d'un truc». J'étais là: «Non, c'est bon, attends, j'ai un truc à faire, là, je veux faire des blagues». En fait, t'écoutais pas tes propres limites. Par contre, j'écoutais tous les autres, quoi.
Ouais. Raconte-moi, toi, ton agression, raconte-moi, toi. Tu vois, et en bout d'un moment, je me suis dit, peut-être, si tu t'intéresses autant à ça, c'est peut-être que toi, t'as un truc, non? Et puis, en fait, en vérité, j'avais un souvenir qui était comme une photo figée et que je traitais pas. C'est comme si t'es en spectacle d'hypnose, tu sais. Et puis, tu tout ce qui se passe, mais tu peux rien faire. Et voilà. C'est comme ça que j'ai vécu ces 16 ans de carrière finalement. Et donc tout ce que je vivais en termes de pression, tu sais, la télévision, euh, les échéances, la façon dont on te sourit quand il y a la caméra qui s'allume et puis après boum, tout le monde s'en va, il y a plus d'humanité, il y a plus rien. Ça me rappelait à chaque fois à ça, sans que je me rende compte. Donc je me faisais encore plus de mal. Donc je fumais plus, parce que je voulais éteindre cette douleur-là, parce que je savais pas d'où elle venait, je comprenais pas. Et par rapport à d'autres copains qui vivaient ça aussi, je pense à Verino, avec qui j'ai fait On ne demande qu'à en rire, par exemple, qui était là, ouais, c'est dur, hein. Mais rentrer chez lui, bon, bah voilà, c'était dur, mais c'était la vie. Et moi, j'étais là, non, c'est vraiment dur, putain, ça fait mal et tout. C'était vraiment, chez moi, très viscéral, quoi. Et est-ce que tu arrives à identifier vraiment quelque chose en particulier qui a été dur, justement, et qui a fait que ça te touchait et que ça te crée cette forme d'anxiété très forte quand tu rentrais chez toi? C'est quoi? C'est le manque d'humanité que tu décris, le manque d'authenticité, peut-être? Franchement, en fait, c'est comme si la douleur des autres faisait écho à la mienne et que on était, enfin, en fait, c'est les dénis de chacun qui font qu'on se met la pression. C'est la société qui est comme ça, quoi. Tout est urgent, vite maintenant. Enfin, on le vit dans n'importe quel métier, ça. Et en fait, je pense que parce on vit tous des traumatismes, quels qu'ils soient. Déjà, comme je le raconte dans le spectacle, ne serait-ce que quand t'es enfant à 6 ans, tu regardes le journal télé pour la première fois, tu vois la guerre, les gens sont morts comme ça, et après les gens ils sont à table, tu mens. C'est un trauma. C'est une sidération. La sidération, c'est quelque chose qui te paralyse et qui fait que justement, les choses se passent et toi, t'es plus vraiment là. Et donc, le temps que tu réagis, c'est un peu, des fois, tu vois, tu réagis un peu à contre-temps. Et donc, j'ai réagi à contre-temps toute ma vie. J'étais comme ça, en train de marcher sur une jambe. C'est la seule image que j'ai. Et donc là, j'ai mes deux jambes. Et là, je suis en rééducation. Donc, des fois, je retombe un peu. Je suis, ok, attends. Okay. Maintenant, je sais ce qui se passe. J'ai compris qu'il y avait eu un accident. C'est comme si, en gros, j'avais fait des tonneaux dans une voiture. Coma, j'ai tout oublié. Et là, la mémoire revient doucement, quoi. Mais cette prise de conscience, c'est toi toute seule qui l'a eu? C'est quelqu'un qui t'y a amené? Ou vraiment, il y a eu une sonnette d'alarme dans ta tête où tu t'es dit, là, il y a urgence, je suis obligée de m'écouter? En fait, mon corps m'a parlé parce qu'en fait, quand j'ai fait mon premier recouvrement de mémoire, c'était en 2018. Tu peux expliquer ce que c'est, peut-être, un bien recouvrement sûr. de mémoire? Ouais, je fais comme si tout le monde savait. Mais... Non, t'inquiète, mais même moi, je suis pas trop sûre de savoir. Ouais. En gros, c'est un souvenir que t'as oublié. Ok. Peu importe l'âge. Moi, la première personne qui m'a interpellé sur ce sujet, c'était Flavie Flamand, qui a raconté son histoire avec le photographe Hamilton. Et j'étais devant ma télé et elle disait qu'elle avait 15 ans quand ça lui était arrivé. Moi, j'avais pas encore fait mon recouvrement de mémoire. C'était il y a 10 ans que j'ai entendu cette interview, je pense maintenant. Et je me vois, parce que je suis humoriste, donc en fait, il y a ce truc de toujours se regarder un peu en dissociation. Parce que je suis humoriste et parce que ce traumatisme aussi. La dissociation, chez moi, c'est assez rapide de hop, je regarde là et je me vois faire comme ça devant l'écran. Je vois mon corps réagir comme un chien. Je suis là, c'est intéressant ça. Et bon, des années plus tard et tout, je fais mon recouvrement de mémoire, c'est-à-dire que j'avais cette photo qui est devenue un film. Alors la photo qui était figée dont je te parle, ce souvenir qui était bizarre, j'étais là, c'est bizarre comme souvenir, mais ouais. D'un coup, le film s'est développé et me dit voilà ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton corps, tu peux marcher dans la rue et tombe. Tu peux même pas, tu peux pas avancer en fait. Donc j'étais obligé d'écouter cette fois-ci parce que mon corps flanchait. J'ai appelé des copains à des moments, je rentrais du Burlesque Comedy Club, je travaillais sur un truc, d'un coup, boum, flash. Tu vois, et tu tombes en fait. Genre, je peux pas t'expliquer mieux que tu tombes, tu te mets en fœtus, tu pleures, t'appelles tes copains, venez, comme si en fait l'enfant à ce moment-là qui avait pas pu se défendre et tout commençait à s'exprimer. Parce que j'entendais même que dans mes pleurs, c'était pas les mêmes, c'était pas mes pleurs d'adulte. Tu vois, des trucs comme ça, de cris. C'était assez bizarre à vivre, quoi. Et en même temps, il y a tellement, une telle guérison en même temps, quoi. C'est ouf. En fait, je pense que ton discours est extrêmement important parce que je te le disais en off, c'est des métiers qu'on sacralise énormément, justement. Bien sûr. Parce que, surtout en tant qu'humoriste, on vous voit tout le temps drôle et on vous aime pour ça. Donc, on fait beaucoup d'amalgames de dire oui, mais du coup, on n'imagine pas qu'il y a autant de mal-être derrière. Et tout le monde n'a pas été. Non, bien sûr, bien sûr, sans faire d'amalgame. Mais c'est hyper important de parler des off et je trouve ça extrêmement courageux parce que au final, ça serait facile de subir, supporter. Et on l'aurait su peut-être dans 50 ans, une fois que tu aurais vraiment définitivement peut-être décidé d'arrêter. Oui. Et tu aurais complètement sacrifié ta santé mentale. Oui. Et c'est un sujet en ce moment qui
c'est même pas la question de tendance, c'est un sujet urgent en ce moment. Et avec ta notoriété, merci beaucoup de ouf de contribuer à libérer la parole dessus. Et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à la libérer. Je pense à Andrea Bescon, je pense à Carl Zero, je pense à Flavie Flamand, à Judith Godrèche, à toutes ces personnes qui ont eu la force et le courage de le faire avec une plus grande notoriété encore que moi. Moi, je me rends compte que dans mon art, j'ai toujours cherché l'art vérité, quoi. Tu vois, le côté pur et vrai des choses. Donc, je me sens aucunement du courage. Je me sens pas, je suis pas traqueuse de raconter ça. Au contraire, ça fait du bien. Et je sais à quel point moi, ça m'a fait du bien d'entendre les autres. Et donc là, ce que je fais, je le fais avec grand plaisir parce que je sais que d'autres gens vont tourner la tête comme ça en disant ah attends. Et c'est ok, c'est cool. Et en fait, je suis une goutte d'eau dans un océan, d'une vague qui est en train de changer et qui est magnifique, quoi. Je pense à Solo et aussi qui a sorti un livre là-dessus. C'est super. Bravo à tous ces gens de libérer leur parole et de se rendre compte qu'en fait, accepter sa vulnérabilité, c'est accepter son humanité, quoi. Ouais, tu parles pas mal de vulnérabilité, effectivement, et justement, c'est ouf, tu me fais mes transitions, merci. C'était ma prochaine question sur la part d'ombre. Je vais te citer quelque chose que tu as dit pour Écho d'Afrique. Donc, tu as écrit, tu as fait une tribune, en fait, pour eux, hein. C'est ça qui s'est passé, hein. Peut-être, je me rappelle. Il y a eu de la drogue, quand même. C'est des trucs que j'avais oubliés. Ça, je me rappelle de toi, mais pas d'Écho d'Afrique. Franchement, je suis grave touchée. J'ai fait une chronique, là. En fait, il y a un texte dessus, et il y a écrit mon intention. Genre, le texte, c'est comme si c'est toi qui l'as écrit. C'est vrai. C'est la première personne, donc ouais, c'est une tribune. Ça me revient. Dessus, il a écrit « Mon intention avec ce spectacle, c'est de libérer notre rapport à la vulnérabilité, d'accepter nos contradictions et notre impermanence. » Je trouve que ce mot, il est archi intéressant, impermanence. La vulnérabilité, c'est peut-être ça qui nous relie tous. C'est probablement pour cela qu'on parle de condition humaine. En me questionnant sur ce qu'est être humain et en explorant ma part d'ombre sur scène, je vous invite à faire de même. Moi, en lisant ça, déjà, franchement, masterclass, je vois toutes les paroles de tout ce que tu as écrit. Moi, j'ai envie de te demander pourquoi, pour toi, c'est important d'explorer sa part d'ombre. Qu'est-ce qu'on en retient? Vraiment cette empathie dont je parlais. C'est-à-dire que si tu acceptes ta part d'ombre, tu acceptes celle des autres, avec beaucoup plus de simplicité, d'amour. Moi, j'ai beaucoup été enragé par plein de choses dans la vie, dans la société, et en fait, c'est parce que, tu sais, je regardais les pardons des autres, mais pas les miennes. Je regardais comme s'il y avait un truc là-bas. Oui, il y a quelque chose là-bas. Quoi? Salut. Il y a des ombres qui passent, en fait. Il y a des genoux de tout ça. On peut pas en parler, mais effectivement, on est tous les miroirs les uns des autres. Donc, si t'acceptes pas ta part d'ombre, c'est que tu vas pas accepter celle des autres non plus. Puis souvent, on dit, tu vois, et j'ai remarqué ça, c'est des trucs qu'on remarque, je pense, en tant que jeune adulte. Et ben, c'est marrant. Parce que moi, c'était mon cas. Je me dis, c'est marrant. À chaque fois que je suis énervé contre quelqu'un pour quelque chose, en fait, c'est un truc que j'ai pas chez moi. Tu vois? Donc, au lieu de regarder les autres, peut-être on peut se regarder tranquillement. Oui, je pense que c'est important. Si on a de la lumière, on a aussi de l'ombre, en fait. Ça fait part, tu vois. Donc, oui, si on sourit en tant qu'humoriste et qu'on fait des blagues, c'est aussi parce qu'il y a tout et son contraire, quoi. Ce que je dis dans le spectacle Être humain, c'est que l'énergie, pour qu'elle circule, la vie, pour qu'elle existe, c'est deux polarités totalement opposées, quoi. Et on n'est pas à l'un ou l'autre. On est tout ça à la fois. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que tu parles de l'importance d'explorer sa part d'ombre pour les autres, pour mieux comprendre les autres et mieux interagir avec eux. Ouais. Mais finalement, pour soi, vraiment, en tant qu'individualité et seul, qu'est-ce que ça nous apporte, cette introspection-là? Mais seul, on n'est rien. Enfin, c'est grave intéressant. Ouais, seul, il y a pas de soi. Enfin, de toute façon, il y a pas vraiment de soi. Tout est illusion. On est un groupe. On est un groupe, oui. On est des individus qui faisons un groupe, mais si je dis regarder sa part d'ombre, c'est pour aussi accepter celle des autres, c'est aussi pour vivre en société, parce que quand tu vis bien en société, tu vas bien. Tu vois, quand tu te sens en danger partout, tu vas pas bien. C'est logique, quoi. Donc oui, c'est un travail. C'est un travail sur soi qui est pour les autres. En fait, tu vois, comme avec un enfant. Un enfant, en vérité, ça a beau lui faire 1000 phrases sur comment il faut se comporter, c'est ton comportement qui va influencer son comportement. Donc travaillons sur soi avant de parler des autres, quoi. C'est tellement dur pour les gens qui remarquent ça, c'est un truc de fou, parce qu'en fait, tu vas chercher potentiellement des zones que t'as pas envie de voir, en fait, du tout. Ça fait peur, en fait, aux autres. Et en fait, en vérité, effectivement, ça fait peur. On se dit que on va apparaître faible, que s'excuser c'est mal, que tu vois toutes ces choses-là inconscientes. En vérité, c'est ce qui est le plus douloureux, c'est de faire semblant, quoi. Le plus douloureux, c'est d'être à côté de soi-même pour faire plaisir aux autres. Enfin, aux autres. Donc, je pense que c'est une vraie illusion que de croire que d'accepter cette vulnérabilité dont on parle depuis tout à l'heure, ça va te tuer. Ce qui te tue, c'est de te mentir à toi-même, c'est de mettre tout sous le tapis. Quand tu mets sous le tapis, dire mettre sous le tapis, l'image elle est claire. Si tu ranges toute ta chambre sous le tapis, tu vas marcher dessus, ça va faire mal aux pieds. Hein.
Ah ouais, Vraiment, nettoie, hein. Ah ouais. Nettoie, regarde T'as ça. plein de Lego sous le tapis, au final, tu marches quand même dessus, hein. Ouais, c'est OK, quoi. Et au final, tout ça, c'est les émotions. Ouais. C'est, ce qu'on considère comme... devenir un Bermuda. J'adore, ouais, de fou. Ça me dérange, pardon. Je sens le pantalon remonter, qu'est-ce qui se passe? Ah, je te dis, il se passe des trucs, après, tu as commencé l'interview, le pantalon en bas, tu le finis là. Excellent. Mais ouais, finalement, c'est peut-être le rapport aux émotions, c'est que quand que tu parlais de critique, il y a aussi la comparaison. On se compare beaucoup aux autres, et en fait, c'est difficile de se confronter à qui on est vraiment, et ne serait-ce même que de se demander qui on est vraiment, quel est le vrai sens de sa vie, de juste se poser la question: est-ce que je suis heureux dans mon travail, dans mon couple? Et c'est vrai que beaucoup de gens passent un peu à côté de leur vie sans se poser de questions, parce qu'ils ne veulent pas les réponses. Ouais, totalement. Et c'est la facilité. Bon, après, c'est un peu facile, tu vois, de les canarder et de dire c'est de la lâcheté. C'est une forme, mais parce que les réponses, en fait, est-ce que déjà, pour se poser ce genre de questions, il faut obligatoirement avoir des réponses à apporter? Parce que sinon, c'est terrible. Imagine, t'es là, tu te poses des questions, t'as pas de solution. Oui, c'est souvent le cas, hein, mais enfin, est-ce qu'on cherche vraiment des solutions? Parce que est-ce qu'on cherche à juste sortir les questions qu'il y a dans notre tête, quoi, tu vois? Parce que en fait, c'est aussi notre condition d'humain, c'est d'avoir, tu sais, toutes ces voix internes là qui te sortent là, et en fait, si tu les gardes dans ta tête, c'est comme un flipper, ça tape dans tous les sens. Donc l'idée juste de sortir les choses, de les vomir, comme je le dis dans mes ateliers d'écriture, à des gens qui sont pas du tout humoristes, mais qui veulent apprendre à s'exprimer. Parce qu'en fait, ça s'apprend. On nous apprend pas à l'école à nous exprimer, on nous apprend à réciter des poésies par cœur, de façon bête et méchante, dont on se rappelle absolument pas aujourd'hui. De ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, on les a pas appris avec le cœur, mais par cœur, quoi, tu vois? Et il y a ça, il y a ce côté, genre: «Montre-nous juste que tu sais écrire et cetera», mais on t'explique pas pourquoi, à quoi ça sert d'écrire. Tu le découvres que si t'es auteur, en vérité. Tu vois? Enfin, et donc je pense qu'il y a tous ces outils-là, ce sont des outils qui permettent d'évacuer. C'est comme, apprendre à se masser le visage et cetera. Il y a plein de choses, en fait, qu'on ne connaît pas pour gérer notre véhicule terrestre. Et cette nouvelle société dans laquelle on vit en 2025, je crois qu'être humain, on est en train de découvrir ce que c'est maintenant. On est en train de Parce qu'on confond d'être humain déjà avec humaniste, et moi je pensais être humaniste à la base, et après j'ai lu la définition d'humaniste, je me suis rendu compte que c'était pas cool du tout, parce qu'en fait, être humaniste, c'est mettre l'humain au centre de tout. C'est-à-dire que les animaux, c'est en dessous. Ah oui. Tout est en dessous. Et nous, on est les plus importants. Donc déjà, il y a un truc d'éco-trip. Et on vit dans l'humanisme en ce moment. Ce qui serait bien, c'est de vivre dans l'humanité. Et pas dans l'humanitaire non plus. Tout ça, donc c'est marrant les mots. Tu vois, Ouais, de fou. Mais en fait, c'est un équilibre de fou à trouver. C'est, en fait, ton idée de vivre ensemble, elle est grave intéressante. C'est être, du coup, individuel, mais pas trop non plus. Pas du tout, même, je crois. Et être égoïste, oui. Ouais, il faut penser à soi quand même, parce que tu vois, par exemple, c'est important. si tu fais la nuance, c'est intéressant, parce que tu vois, toi, quand tu t'as senti que, par exemple, tu arrivais plus, que c'était plus ce que tu voulais. T'as été individualiste à ce moment-là. T'avais plein de gens qui te mangeaient le cerveau, à te raconter, t'as dit plein d'histoires, etc. Ça te vampirisait ton énergie. T'as dit stop, je dois penser à moi. Et on doit l'être aussi. On doit se préserver, c'est important. Tout à fait. C'est vrai que le mot individualité, je le emploie pas beaucoup, donc c'est vrai qu'il sonne pour moi comme être péjoratif, c'est en mode je pense qu'à ma gueule. Alors que l'égoïsme, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Ah, c'est marrant, moi je perçois plus égoïste péjoratif. L'égocentrisme, oui. Ouais. Mais l'égoïsme, non, penser à soi, quoi. Mais on a la même définition, en fait, avec des mots différents. Oui, c'est important de penser à soi, évidemment. Mais penser à soi, c'est avoir conscience qu'il y a un soi, sans rentrer dans l'illusion qu'il y a un soi. Alors, parce que pour moi, ça veut pas, je peux pas me définir, je sais pas vraiment qui je suis, je saurais jamais. Et je crois que c'est maintenant que je commence à kiffer ma life, c'est que j'arrête d'essayer de définir, quoi. Et toi, t'arrives à être dans la solitude, parce que tu parles beaucoup des autres, et c'est super de vraiment faire attention aux gens autour de toi. Tu dis que t'es vraiment grave une oreille attentive. Limite, les gens même, ils se confient un peu trop à toi et tout. Et ça, c'est vite une charge mentale. Est-ce que la solitude, c'est une part importante aussi pour arriver à être en introspection pour toi? Oui, alors je découvre la solitude parce qu'avant, je faisais de l'isolement. Ah oui, c'est l'étape haute de la solitude. Ah ouais, mais je pense que là, c'est plus négatif, c'est-à-dire que tu es seul parce que t'as peur des autres, etc. Mais en vérité, oui, la solitude, c'est une bonne chose à développer, que je prends plaisir à développer maintenant qu'en plus je suis à la campagne, tu vois. T'as une solitude un peu et donc je réapprécie aussi les moments en communauté. Donc oui, c'est hyper important pour moi d'avoir ces moments-là de ressources.
de se réénergiser, quoi, pour se charger. Ouais, c'est ça. En fait, recharger. Ouais, ben c'est ça. Quand t'as ta batterie sociale qui est vide, ça t'apporte peut-être ça, c'est régénérer tes énergies, quoi. Ouais, ça. Puis en fait, tu te sens jamais vraiment seul. Alors, il y a pas de genoux et tout, mais mais je veux dire, enfin, être avec des plantes chez soi, c'est pas être seul, quoi. Mais ça te fait pas chelou de passer là justement à cette effervescence de fou où bon là du coup il y a toujours la tournée qui est là en 2025 de la projection au ciné. Carrément. Mais t'as vraiment vécu des gros moments où t'étais tout le temps en représentation, il y a eu le Barbès Comedy Club et tout. C'était pas trop brutal pour toi justement la campagne? Non, pas du tout. C'était vraiment ce que tu recherchais. C'était brutal, c'était c'est ouf. En fait, c'est toujours été très très dur pour moi d'être à l'aise avec les gens en dehors de la scène. Dès que j'étais en dehors de la scène, j'ai peur, je suis petite, je suis comme ça, genre les gens ils sont là bravo et tout, moi je suis là merci. Et en fait, j'ai mal là, j'ai juste peur en fait. J'ai peur de tout le monde qui va me tuer. C'est qui toi? Non, pas toi. Tu vois, enfin, il y avait ce truc là parce que tout ce que je te racontais. Mais j'ai toujours un peu de mal, je sais pas si on appelle ça être introverti ou je sais pas. Ouais, si, ça y ressemble de fou. Pourtant, je suis hyper sociable, tu vois. Ouais, mais alors, tu sais, c'est pas du tout à faire en amalgame. Ouais, antinomique. Parce qu'en fait, tu peux, c'est ma pote qui est psy qui m'a expliqué ça. Je lui ai dit, en fait, moi, je me considère extravertie. Mais en fait, j'ai trop besoin d'être seule. Et elle me dit, non, mais du coup, ça veut dire que toi, t'es introvertie. Mais c'est juste que t'es à l'aise en société avec les gens. Et elle m'a posé une question simple qui peut définir si tu es extraverti ou introverti. Elle m'a dit, est-ce qu'à un moment, quand t'es avec des gens, t'en as marre? Et je lui ai dit, ouais, à un moment, j'en peux plus, je sens qu'il faut que je me barre et que je rentre chez moi. J'en ai souvent marre avant d'arriver. Je suis là, ça va être dur. Et elle me dit, ok, t'es introverti, quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un, il a une batterie sociale illimitée, il est jamais épuisé. Et ben, je suis introverti, alors. Ouais, ben, en fait, c'est comme ça qu'on sait. Mais social, bah. Ouais, et donc, du coup, bon, mais ouais, c'est ça, j'ai un truc très vite de, trop. Et j'aime bien le côté face à face comme ça. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est pareil, hein, tu peux venir chez moi à la maison, à un moment donné, je vais dire, j'en ai marre de parler, je fais des là-bas, laisse-moi tranquille. T'arrives à le faire, t'arrives à mettre des limites aux gens et tout. Mais il faut. Mes amis, je suis là, arrête de parler, tout, je suis un tyran. Je suis là, Mais attends, mais dans ce cas-là, c'est quoi avec les enfants, quoi. Ouais, mais c'est bien, non, mais il faut dire les choses. Au contraire, les gens, souvent, ils ont le problème inverse, ils arrivent pas à dire non. Ils se font trop empiéter sur leurs limites et là, c'est pas bon. Moi, j'aime bien qu'on fasse la même chose avec moi, mais les gens ont du mal aussi, tu vois. Je vois que c'est dur pour les gens de le faire. Je suis mais vas-y, enfin, si je le fais, mais à l'aise. Il y a une justesse à avoir. Mais alors, c'est quoi, toi, qui t'a attiré sur la scène avec un énorme public, avec aussi la presse qui te sollicite? Parce que quand t'es humoriste, t'es pas que humoriste, t'as toute la promo autour et tout. C'était quoi la volonté? Parler. Tu sais, j'ai commencé, j'avais fait de la télé, j'avais 8 ans. Et en fait, c'était juste après mon agression. Et en fait, dans mon histoire que je m'étais racontée, on m'avait proposé de faire de la télé. Et en fait, mon oncle, qui est comédien et dont j'ai intégré l'agence à l'époque, me dit, mais non, c'est pas ça l'histoire, c'est toi qui est venu me voir, je m'attirais toute la journée en me disant, s'il te plaît, je vais faire des castings, s'il te plaît. J'étais, ah ouais, c'était ça l'idée. Et en fait, je pense qu'il y avait ce truc de, il faut que je parle, il faut que je puisse m'exprimer, que je puisse échanger. Et puis, je pense qu'on est une famille d'artistes, beaucoup. Ça a toujours été là, danser, chanter, dire les choses, parler. Je pense que ça remonte à même très loin, ancestralement, en Côte d'Ivoire. Chez moi, je suis sûr qu'il devait y avoir beaucoup de ça. Parce que c'est assez naturel de pouvoir communier. Mais ça n'a rien à voir avec le showbiz, quoi. Vraiment communier. Et c'est pour ça que j'ai jamais... C'est pour ça que ma carrière, elle est bizarre. Quand tu regardes, je fais des podcasts en public, après je fais autre chose, après je suis là, non, je fais ça. C'est parce qu'il n'y a pas de stratégie, c'est juste communier. Ben, en fait, ce qui t'a attiré, c'est la chaleur humaine. Et ce qui est incroyable, c'est que tu reviens vraiment essentiellement aujourd'hui, en fait. Tu reviens à l'origine de ce pourquoi t'as fait ce métier. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, toute l'autre partie, si tu regardes bien le début de ma carrière, encore une fois, j'ai 19 ans. Quand t'as 19 ans, t'es juste content d'être pas chez tes parents, d'être dehors et tout. Mais il y a aussi tout ce truc que tu découvres socialement quand t'as été éduqué pour être une femme noire. Parce que, inconsciemment, même si, je pense qu'aujourd'hui les parents regretteront plus ce truc-là, mais nous avoir bassiné avec ce truc d'être meilleur que les autres, d'être discret à la fois. Faut être meilleur mais discret, mais t'es là fou. Et donc t'arrives, t'es là, bonjour, tu sais pas qui t'es en fait. Tu veux juste que les gens ils t'aiment, quoi. Ouais. Et puis après, tu le découvres et il a fallu que je désamorce tout ça en même temps que je faisais ma carrière et ça s'est vu au fur et à mesure, quoi. Même dans ma façon de parler, d'être, quoi. Et puis au bout d'un moment, ça, puis il y a le whisky et puis j'arrête, quoi. C'est vrai. Et tout le fil conducteur, finalement, c'est vraiment de te demander pourquoi je fais ça,
et est-ce que je suis toujours alignée avec mes valeurs? Et ça, vraiment, t'en as pas mal parlé, et de toute façon, encore une fois, tu y reviens, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment ça ce qui t'anime. Ouais, T'en as parlé, pardon, je coupe, mais Non, c'est vraiment, je me suis rendu compte que ma carrière, c'était juste moi qui joue dans ma chambre, des gens qui viennent voir. c'est trop bien. Je m'éclate, en fait, je fais ce que je veux et c'est trop bien d'avoir cette force-là, ouais, parce que tout le monde là-bas, moi, à chaque fois que je fais un truc, on me dit, mais tu vas jamais y arriver, pourquoi tu fais ça? Les gens, ils te démotivent comme ça? Mais parce que c'est hyper, c'est hyper instinctif chez les humains de dire, mais parce que, encore une fois, ils se regardent, tu vois, c'est leur peur à eux, quoi. Ça qui est écho, ils font un transfert sur leur propre peur. Et même le ciné-rencontre, c'est bizarre, c'est quoi ce truc? Tu vas faire quoi? Tu vois, pourquoi tu fais ça? Mais ça, c'est pareil, c'est la proximité avec le public, c'est ça que tu recherches. Ouais, moi, je cherche juste les moments, quoi. Ouais. On verra bien. Des rencontres humaines. À chaque fois, c'est des concours de circonstances qui font que j'ai été reconnu pour ça, pour des trucs, quoi. Genre, j'ai fait des blagues parce que j'aimais bien les blagues. Moi, je voulais pas faire de télé, hein. J'avais juste un producteur à l'époque qui m'a dit, faut faire de la télé. Et qui a tellement insisté, moi j'avais 20 ans, que j'étais en mode, bon, je crois que c'est lui qui a raison. Mais en fait, à la base, vraiment, on était en face. Je ne veux pas. Maintenant, parce que pour moi, c'est comme un sport. Et ça fait 2 ans que je fais ça, je suis pas bonne dans ce que je fais. Genre, tranquille. 2 ans que tu fais de la scène, techniquement, t'es pas bon, c'est sûr et certain. C'est logique, avec 2 ans de basket, tu vas pas avoir NBA, quoi. Ouais, je Donc, j'étais en mode, tranquille, les gars, on va le faire, mais pas, j'avais fait de la télé à 7 ans, en plus, donc je sais ce que c'est une caméra. Ça fait quoi, je fais Navarro, j'ai fait des castings et tout, donc, j'ai demandé à mon oncle, il m'a mis dans une agence, et j'ai fait des pubs, des castings. Ah, fou, hein. Ça a duré 1 an, parce qu'après, je suis allé vivre en Picardie pendant 1 an, enfin, bref. Ouais, ma vie a toujours été un peu comme ça. Et du coup, je sais plus encore une fois où on était, mais c'est cette idée-là de faire juste ce qui me passe par la tête. Ouais, juste ce qui fait rester aligné avec l'humain. Moi, j'ai fait un spectacle avec des musiciens. Pourquoi tu fais ça? Ça coûte un bras en plus. Ouais, mais les gens, ils ont besoin toujours d'essayer de faire ce transfert à leur propre corps. Mais et puis c'est surtout lié au capitalisme. C'est-à-dire que en fait, tout ce que je faisais n'avait aucun sens capitalistique. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas pas gagner d'argent. C'est pas ça. Est-ce que vraiment c'est ma mission de gagner de l'argent? C'est une conséquence d'argent. Et vous inquiétez pas, je suis pas ouf, hein. Si je sens que là, mes dents, elles commencent à tomber, je vais aller chercher un boulot à Franprix, hein. J'ai pas aucun problème à aller bosser en caisse, tu vois. Mais c'est ça, je pense, qui a fait que t'as pas eu de difficulté à t'éloigner du milieu. C'est que, en fait, t'as pas ce côté opportuniste, carriériste, etc. Oui. Et puis peut-être aussi pas d'ego par rapport au milieu, parce que t'es pas... Si je commence à en avoir un peu, enfin, à force de grandir avec eux, ils m'en ont donné beaucoup, tu vois. Regardez, tu commences à avoir des jalousies, enfin. Ouais, mais ça doit être très chelou. Horrible, ça doit être très chelou. Mais si toi, de base, t'as voulu y aller par envie de partager des trucs avec des gens, des émotions cool et tout, bah, si au final tu t'en détaches, c'est que c'était pas l'ego qui t'a animé de dire ouais, au final je veux être sur scène parce que les gens vont me trouver incroyable. Après, il y a toujours ce côté addictif, hein, on en parlait tout à l'heure. Mais plus du tout, parce que je pense que ma thérapie a vraiment fait un travail de fou, parce que j'ai fait de l'EMDR aussi. Ah ouais, hyper stylé ça. Il y a une méthode vraiment pour déprogrammer. Ouais, en psycho. Ouais, des souvenirs pas cool qui ont été inventés, donc pour ceux qui connaissent pas, à l'époque pour la guerre, pour les gens qui rentraient de la guerre. Alors ça, tu vois, je savais pas l'histoire de l'EMDR, stylé. Ouais, il y a certains psychologues qui en font, pas tous. Non, ouais, c'est ça. Les gens se forment, mais il faut bien être attentif à qui vous allez voir, parce qu'effectivement, il y en a qui se forment encore. J'en ai essayé 2, 3, j'étais là, ok. Ils se forment sur toi. Ouais, ils se forment sur toi, t'es faux. Mais effectivement, c'est une méthode assez incroyable qui fait des miracles en 4 séances. Ça dépend des histoires que chacun a. Moi, ça a duré 1 an et demi. Mais bon. C'est cool. Non, mais attends, ça veut dire vraiment, t'as vu depuis le MDR une évolution sur toi. Ah ouais, c'est incroyable. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Bah, en fait, déjà, j'aime la vie. Donc, ça, c'est un truc que j'avais pas conscience que j'aimais pas la vie. C'est mon thérapeute, de docteur, qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, parce que je tentais souvent de partir. Okay. Je le raconte dans le spectacle aussi. En pensant que c'était ok, tu vois, que genre, je rigole, c'est nerveux, hein, et vraiment, on a mis, je pense, au moins 2 mois à m'engager dans la vie. À me dire, Shirley, on s'engage. On n'est pas en mode, peut-être demain, si ça se passe pas bien, Et j'étais là, vas-y, on s'engage et tout. Il me dit, vous êtes convaincu? Je suis là, pas ouf, hein. Parce que je suis honnête dans ma démarche, tu vois, je paye autant que ça soit efficace. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais un peu à côté pendant toutes ces années. Donc ouais. Là, en fait, j'ai plus ce manque du monde, parce que ça y est, je m'aime, quoi. C'est génial. Franchement, mais la finalité, elle est ouf. Ouais, c'est trop bien. T'arrives à dire que tu t'aimes. Je trouve, non, mais franchement, on peut s'arrêter. Ouais. Juste sur cette phrase. Hey, ciao. Non, mais n'arrête tout. Aimez-moi tous les cas. Ok. Non, mais franchement, on peut s'arrêter juste sur cette phrase pour la saluer et juste te dire bravo, parce que avec tout le parcours que tu décris et toutes les zones de flou et de mal-être, c'est fort. Ça paraît rien de dire ouais, je m'aime, mais avec ce parcours-là, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup, ouais, c'est clair. Ouais, je suis contente. Je suis très contente. Bah ouais, tu peux de ouf. Ouais, franchement, ça a été long. J'étais là, ouais, ça va être long et tout, mais j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans ce truc des fous s'aimer là, hein.
kiffer, hein. Et donc maintenant, j'arrive à me féliciter. Je suis là, je m'applaudis et tout, je suis là, bravo. Et c'est trop bien parce Trop que bien. pour toi, il y avait même pas un tabou d'aller voir un psy. Il y a trop de gens encore qui ont ce tabou-là, quoi. Ouais, c'est clair. Ça a été ma première. J'ai vu des thérapeutes ça fait 8 ans que je vois des thérapeutes. J'arrête, je reprends et tout, machin. Toujours, au début, c'est mes parents et tout. Tu vois, t'es toujours sur les parents. Mes parents. Après, il y a Dex qui m'a dit, bon, là, t'as quand même 28 ans, tes parents, ça va aller à l'époque. J'étais, ah ouais, c'est vrai, j'avoue, là, je suis une adulte. Hein. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses derrière. Avec les parents aussi. Ah ouais, j'en ai des pas mal. Et ils sont... je dis pas toi précisément quand j'en parle, hein, bien sûr. Il y en a qui existent, c'est très profond, quoi. Oui, mais concernant, ça a été le cas. Enfin, voilà. Et j'ai eu un bon panel qui fait que ça a été 1 an et demi de MDR plutôt que 4. 4 séances. Mais voilà, donc c'est marrant. Là, je suis allé voir des copines stand-up au stand-up, en spectacle, et c'est trop bizarre, quoi. Je les regarde, je suis là, comment ils font ça? Vous parlez pendant 1 heure, là. Chapeau. Hein. Ouais, c'est ouf, c'est comme si c'était. Ouais, c'est plus ta vie, genre. Pas maintenant, peut-être ça va revenir. Hein. Oui, mais c'est cyclique après. Hein. C'est juste que là, c'est pas la phase de ta vie que tu as envie de vivre, en fait. Et je pense que si j'en refais, ça sera vraiment avec un autre terreau, pas le terreau de la souffrance déjà, parce que j'ai tout écrit avec, tu vois. Je pense que ça va avec beaucoup plus d'amour. Ouais, avec le taf et pour les autres. Bah, tu sors aussi d'un travail thérapeutique, donc du coup, t'as un autre mindset, là. C'est ça. Et c'est marrant parce que j'ai fait un documentaire sur ma chaîne YouTube sur le stand-up français. Et il terminait, je crois que c'est vraiment Blanche Gardin qui m'a inconsciemment envoyé ce truc il va falloir se guérir et arrêter le stand-up. Le dernier truc de ce documentaire, qui est un documentaire à l'iPhone à l'arrache que j'avais fait à l'époque pour montrer un peu les coulisses de staff, où on n'avait même pas de comedy club à l'époque et tout. Je sais pas, elle me dit, tu sais, pour moi, stand-up, c'est une maladie, quoi. Parce que c'était, voilà, on est dans 2016 quand je fais cette interview avec Blanche à Montréal, et je veux arrêter déjà. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je pleure tout le temps. Pas. Et tout le monde me dit, mais tout le monde, vraiment, tous envie d'arrêter. C'est une secte, tout le monde me dit, on va tous reprendre de toute façon, à chaque fois on arrête, on reprend. Personne ne m'a entendu. Vraiment, mais personne. Tout le monde m'a dit, je suis fatigué. J'étais là, non, vraiment, ça va pas, quoi. Il y a une banalisation et une normalisation de la souffrance. Oui. Et en mode, c'est normal, ça fait partie du trip, quoi. Et en plus, je cartonne, quoi. Je cartonne le festival à Montréal. Parce que, en fait, plus j'étais mal, plus j'étais bonne sur scène. C'est incroyable. Tu vois? Ouais, donc ça t'aide pas à arrêter. Du spleen, quoi, tu vois. Et donc, ça m'aide pas à arrêter. Je me dis, ils ont raison. Peut-être t'entends un rire et t'es là, ça va mieux. Après, tu pleures. Puis tu remontes, ça va mieux, ça va pas. Et donc, ça va ouf, en fait. Et donc, on a cette conversation avec Blanche, un peu en off, et puis je prends juste ce moment où, elle me dit, ouais, c'est une maladie. Enfin, c'est vrai que t'as raison, ça ressemble un peu à une maladie, ce truc de stand-up et tout. Et elle me dit, tu sais, il y a un humoriste américain, une histoire qui est très connue, d'un humoriste américain qui avait des gros problèmes de psy, et qui a été faire une grande thérapie, et il a guéri tous ses angoisses de mort, notamment, et il a arrêté de faire du stand-up. Puis elle me regarde, elle dit, donc vaut mieux les garder nos problèmes. Enfin, si on veut remplir notre frigo, quoi. Donc ça devient une blague. Waouh, mais c'est ouf, ça veut dire. C'est incroyable cette vanne. Parce qu'elle fait, et puis elle dit, petite omelette au problème, mais en fait, chèque au viol. Et je n'avais toujours pas fait de recouvrement de mémoire. Et en fait, je pense que vraiment, je sais à quel point je me suis dit, je veux guérir, je ne veux pas faire des omelettes au problème. Je veux manger des choses qui sont bonnes pour mon corps et mon esprit. Et elle m'a lancé un défi sans le faire exprès, tu vois. Là, je l'ai revu il y a pas longtemps au spectacle de Yacine et tout, et j'en ai reparlé. Et c'est beau, je trouve, c'est trop beau. Ouais, alors c'est beau dans l'idée, mais c'est triste en même temps, parce que ça veut dire qu'elle considère qu'en fait, il n'y a pas de vie après le stand-up. Parce qu'en gros. Non, mais à cette époque-là, tu vois, gros, remplir son frigo, c'est forcément ça. Donc, il vaut mieux tout taire, plutôt que de tout sortir, et du coup, ça voudrait dire que c'est la fin. Ouais. Mais c'était hyper ironique de sa part. C'était tendancieux, en fait. Bah oui, mais aujourd'hui, elle fait pas. Oui, finalement, elle a conscience, elle s'est fait aussi de son côté, ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y avait un truc, on a parlé à nos inconscients avec cette fois, tu vois. Ça a résonné. C'est ça, les blagues, en vérité. Quand tu dis un truc, t'es déjà en train de le travailler. Tu vois, c'est notre façon à nous de travailler les choses, donc. J'ai bien compris où vous voulez en venir. Et j'ai bien compris qu'en fait, elle me disait, si tu peux arrêter, bravo à toi, hein. Et c'est vrai que de plus en plus, maintenant que les gens ont compris que c'était un vrai choix conscient et plutôt agréable pour moi, j'entends de plus en plus des putain bravo de la part des collègues, tu vois, qui sont là. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Ah oui. Les gens, ils sont enchaînés en fait un petit peu dans ce système. C'est triste. Alors, ouais, c'est mental quoi. Ouais, ils sont dans une prison mentale. Ça marche pour tous les tafs. Hein. Ouais. Et quand je dis à des gens, mais tu peux changer de taf. Ouais, mais tu comprends, les enfants, c'est compliqué. Ouais. Tu sais que c'est pas si compliqué. Il y a toujours des objections. Toujours. Qui viennent, je pense, de l'éducation qu'on a. Tu vois.
Toi, j'ai l'impression aujourd'hui, tu te sens libre et sereine, c'est trop bien, tu dégages. Oui, je l'avais tatoué avant. Ah bah ouais. Je l'avais tatoué avant et je me suis dit c'est la mission maintenant. En me brossant les dents, tu vois, c'est la technique. Excellent, excellent, excellent. Bah ouais, mais j'imagine que tu dois leur faire envie du coup quand ils te voient en mode. Bah c'est trop bien. Je me dis ok cool, c'est chouette de savoir que je suis pas la seule à avoir lutté intérieurement. Et il y a une vie après quoi. Et après encore une fois, c'est pas la fin de tout d'arrêter. Non pas du tout. Et puis arrêter ça. Enfin moi j'avais vu une kinésiologue à la Réunion, je lui ai dit j'ai arrêté. Elle a rigolé, tu la connaissais pas, elle connaissait pas mon travail, elle était morte d'arrêter, ça sonne faux, hein. Ah bon? Elle me dit, on n'arrête rien, on continue les choses. Enfin, tu vois, ça veut rien dire d'arrêter. C'est intéressant. Tu vois, ce truc de, c'est bon, j'arrête, elle me dit, vous n'avez pas arrêté la vie, Charles. C'est un continuum. Non, mais c'est pas faux du tout. Et puis surtout, rien n'est définitif. Sur le moment, t'es convaincu que tu vas arrêter. Peut-être que c'est complètement le cas. Peut-être qu'au final, tu vas dire, oh, pourquoi pas y revenir. Ouais, puis ça veut rien dire. Encore une fois, ça veut dire que je considérais que c'était le début et c'était tout, quoi. C'était le début et la fin, c'était tout. Le stand-up, c'était ma vie. En fait, c'est pour ça je pense qu'elle voulait me dire, c'est marrant de dire ça, parce qu'en fait, déjà, vous étiez dans une case, mais c'est vous, dans votre tête, que vous êtes mis dans cette case-là, mais vous avez toujours été là, en fait. Profondeur mentale, la meuf. Les géologues, elle est incroyable, hein, Laurence. À la Réunion, si vous avez l'occasion d'aller voir. Elle est prise 6 mois à l'avance, mais elle est incroyable. Ouais, tu m'étonnes. Juste à la Réunion, tu fais des soins et tout. Après, elle te dit, aller dans l'océan, faire ça et tout. Mais tu nettoies énergétiquement. Ouais, c'est un conditionnement. C'était trop bien. Et ça, stylé de fou. Ouais. On va rester sur le sujet de l'alignement avec tes valeurs. On adore. En 2023, tu décides de ne plus monter sur scène, comme on l'a dit. Pour 20 minutes, tu as dit, je pense que j'ai atteint exactement ce que je voulais trouver avec cette forme d'art. Je me rends compte que mon métier tel qu'il est aujourd'hui ne me permet pas d'être aligné avec mes valeurs humaines. C'est quoi cette incompatibilité de valeurs dont tu parles? Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ça a évolué? Parce qu'on le rappelle, c'était une interview de 2023. Ouais. Ça évolue, ça a évolué un petit peu pendant que j'étais partie. Là, ça m'a un peu gratté derrière les doigts de réagir sur Instagram, etc. Et j'ai trouvé ça très bien de pas le faire. Plein de raisons, on y reviendra, mais il y avait un truc qui commençait vraiment à me peser dans le stand-up français, c'est les agressions internes qu'il y avait, que je savais, que je ne pouvais rien dire. Et en plus, je fais un recouvrement de mémoire à ce moment-là sur ma propre histoire, donc ça vient s'entrechoquer entre les histoires que j'entends. Il y avait beaucoup il y a beaucoup d'agressions dans le stand-up. Agressions pas forcément sexuelles, mais agressions physiques, verbales, psychologiques, tu vois. Il y a un truc vraiment, une pression quand et tu vois tous ces gens sourire et dire ça va les gens et tout. Et t'es là, mais c'est quoi ce double standard? Tu vois, t'es moins choqué dans le rap si on te dit c'est un peu violent. Mais nous, t'es là, ah là là, mais qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'était pas possible pour moi et ça ne l'est toujours pas et ça ne sera jamais. Et mais je les aime tous, ils m'ont tous fait grandir. Il y a des gens hyper bien là-dedans. Encore une fois, tout le monde n'est pas horrible, mais il y a un climat qui ne correspond pas du tout à ce que j'imagine du stand-up ou de l'art d'une manière générale. En tout cas, de l'art de l'humour. On est censé communier avec les gens, leur apporter de l'amour. Et puis ces doubles standards de discours me débectent. Quand je comprends que certaines, alors je vais pas les citer, mais que certains humoristes de gauche sont finalement financés par Bolloré et en même temps quel est ce monde dans lequel on vit? Un peu de cohérence. Soyez alignés. Au moins Hanouna, il est aligné. Ouais. Tu vois, il est désaxé par rapport à moi, mais il est aligné avec cette, tu vois, il est OK. C'est OK. Enfin, je suis pas OK du tout avec ce qu'il fait, mais je suis OK avec l'ensemble. Le package est clair. Et en fait, quand t'as quitté ce milieu-là, peut-être il y avait une espèce de colère, non, de frustration, de déception, de tristesse, c'est ça, de désillusion. Et c'est super parce que ce qu'on retient, c'est que tu l'as transformée, en fait, cette tristesse, parce que finalement, elle t'appartient à toi. C'est la vision que toi, tu te faisais et l'impact que tu laissais aux événements sur toi. Et aujourd'hui, tu reviens, t'es là, tu continues à faire des trucs. Et je pense que tu dois être un petit peu sur, pas ton piédestal supérieur, mais quand tu vois tes collègues, tu vois qu'ils sont toujours, en fait, finalement, dans ce conditionnement, dans cette empathie, ouais. Voilà. Et je pense que tu dois être cette espèce de mentor, de sage en pèlerinage qui leur rend visite, tu vois. Parce que toi, finalement, aujourd'hui, je ressens, hein, tu me dis si je me trompe, que t'as plus de tristesse ou quoi sur ce milieu parce que t'as compris qu'il y a... J'en ai beaucoup. T'as encore de la tristesse? Ouais, je suis quand même quelqu'un d'assez... Enfin, tu vois, mon histoire personnelle fait que je suis quand même assez lacéré comme personne. Donc, je le travaille encore. Surtout que j'ai un peu laissé... En fait, si tu veux, c'est pas magique la vie. Hein. Mais bien sûr. Tu laisses une histoire à un endroit, quand tu la reprends, l'histoire est au même endroit. Donc, en fait, quand j'ai pas quitté le stand-up français, j'ai déposé, tu vois, ma rage, mes trucs et tout. Quand j'ai repris
évidemment, tu vois, le fait de revenir à Paris, d'être renouveau dans la dynamique, ça rappuie à des endroits. Sauf que ça me fait beaucoup moins mal, mais je suis encore un peu mal. Ah ouais, Tu vois, ce il y a truc-là, des je vestiges. suis en train de voilà, exactement. Ouais. Je suis en train de les dépasser en ce moment, mais j'ai encore des petits trucs de, tu vois, qui étaient restés bloqués, et des trucs émotionnels qu'il faut que je sorte jusqu'au bout. Et puis, je suis très bien accompagné pour le faire, et j'ai beaucoup, enfin, et c'est pas une douleur comme à l'époque où vraiment j'en voulais à tout le monde, tu vois, tout le monde était mon père, quoi. J'en voulais à toute la terre entière, et en fait, tu te regardes pas en face quand tu fais ça. Et en fait, j'étais en mode, et toi, t'as été bien, toi, avec ces gens-là? T'as été sympa? T'as été, tu vois? Ah ouais, là, t'avais ce truc pendant ton travail de thérapie de toi te remettre personnellement en question par rapport à tout ce qui s'est Toujours, passé. faut faire attention. Je pense qu'on a vraiment toujours une part de responsabilité dans ce qui se passe. Ouais, pour moi, oui. Alors, adulte, hein. Ouais, Adulte, conscient, ouais, tu vois. On a une part de responsabilité, évidemment. En fait, si le monde qui t'entoure ne te correspond pas, pose-toi des questions sur toi. Ouais, mais moi, c'est j'aime bien dire, l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Et bizarrement, pendant des années, pendant 5 ans, là, les 5 dernières années en stand-up, rien n'allait, quoi. J'étais là, ben, en gros, choisis une autre pièce de théâtre. Arrête de rester là. J'ai pas à en vouloir aux gens d'être comme ils sont, juste bouge, quoi. Voilà, c'est ça. Donc je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même si 1 fois, 2 fois, 3 fois, après c'est ta faute. Ouais. Tu vois? Ouais, mais hyper fort, hyper puissant. Moi, je vais te faire réagir à un sujet dont tu as parlé alors c'était TV5 Monde, c'est la discrimination positive. Oui. Et tu as fait aussi, alors faut le dire, partie de l'ouvrage collectif qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Donc, à l'époque, tu étais sur scène avec ton spectacle Monsieur Shirley quand tu as fait l'interview pour Télé5 Monde, qui a écrit « Très vite, elle comprend que si les directeurs de festivals la programment, c'est pour jouer ce rôle-là, celle de la jeune femme noire et lesbienne. Elle coche toutes les cases de ce qui est devenu à la mode, une discrimination positive qui la met en colère et qu'elle a vite considérée comme une entrave à sa liberté d'artiste, mais aussi dans son identité. » Est-ce que c'est fidèle avec ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, ce qu'ils disent? En gros, oui. En gros, oui, mais c'est un peu trop en gros. Oui. Tu vois? Elle est importante quand même, cette discrimination positive à des endroits, parce que malheureusement, il y a des gens, ils ne fonctionnent que comme ça, par l'obligation. Mais ça devient un problème quand ça devient une norme. Tu vois que, en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas intégré à l'intérieur, mais c'était juste, il faut, quoi. Il faut et ça, j'entends encore ça aujourd'hui, hein. Je refuse des trucs, les gens, je leur dis pas pourquoi, des fois, mais juste, ils disaient la phrase qu'il fallait pas, quoi. Bah, ou comme c'est bien, en plus, comme on n'a pas de femme ce soir et tout, ce genre de trucs. Ok, bah, on s'appelle, hein. Ouais, tu sais que tu vas être un quota. Ouais, si en plus, tu vois, tu comprends pas la démarche de c'est quoi la discrimination positive, ça sert à rien de le faire. L'intention est importante aussi. C'est genre, c'est pas juste répéter une phrase bête pour dire, ah, bah, il nous faut une femme, hein. T'es là, mais t'es content, toi, d'avoir une femme dans ton truc, ou ça te fait juste chier et t'as pas envie de passer pour un connard? Ouais, Parce que si c'est ça, passe pour un connard, assume. Moi, je préfère parce que je vois des gens, des fois, qui sont en mode, qui gueulent parce que dans un plateau stand-up, il y a que des hommes blancs. Mais laissez-leur faire leur truc. Faites votre truc. Mais ça a toujours été mon discours. Justement, à une époque, sur la communauté afro, quand on disait, oui, on n'est pas dans les films, etc. Moi, mon premier truc, c'était, est-ce que même, avant même de dire, il y a pas assez d'acteurs et d'actrices noires dans le cinéma, est-ce que vous pouvez me citer, vous, 3 acteurs noirs ou 3 actrices noires? Et la communauté afro, je tentais le truc. Encore une fois, se regarder. Avant au pire, c'est pas nos parents, les blancs. On peut peut-être faire des trucs, on peut peut-être tenir les caméras, non, on peut faire des trucs, on peut l'allumer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'argent? Tu réunis des gens. Puis l'argent, tu le fais. Ça paraît un monde pour les gens de faire. Mais si vraiment tu veux le faire, tu peux le faire. Donc, j'avais constaté qu'effectivement, les gens n'étaient pas capables de me citer 3 acteurs et 3 actrices, mais ils étaient capables de gueuler. C'est là, alors vraiment, faut faire attention, quoi. Des petites choses comme ça. Je dis pas que leur discours était complètement faux. Je dis juste qu'il était empreint de plus de rage que tu vois, de nettoyage interne. Ouais. Et pour plein de domaines, ça m'a souvent fait ça faites-le. Bah, le Best Comedy Club, il s'est ouvert là-dessus, hein. C'est ouvert sur des gens qui critiquaient en permanence un comedy club qui était déjà ouvert, dans lequel on était très maltraités, effectivement. Par tous les biais, agression psychologique, etc. Je pense que les gens sauront de quel endroit je parle. Et moi, j'ai monté un comedy club parce que j'entendais tout le monde se plaindre et personne ne faisait rien. J'étais bah, venons monter un comedy club. Et pour la petite histoire, le comedy club, à la base, je voulais l'ouvrir avec 20 humoristes. C'est ouf. Avec 20 humoristes, et je disais, venons, on met tous un peu de billes. Et on a le comedy club. Et on a fait une réunion. Ils m'ont dit, ouais, grave et tout. Je leur ai fait un mail le soir même. J'ai attendu 2 semaines sur mon ordi. J'ai 0 réponse. J'étais là, bah, vous êtes fous, quoi. Genre, répondez. Bah, je le fais toute seule. Je me suis mis dans ça sur les épaules, tu vois, et en fait, j'ai ouvert le comedy club en disant, oui, c'est possible. Ouais, c'est ouf. Et après, je suis tombé parce que j'ai monté un comedy club avec 0 €, hein. C'est incroyable. J'avais pas 3 ans et les noms que t'as eu dans ce comedy club, c'est ouf, quoi. C'était trop chouette. Bah, c'était en endroit de communion, encore une fois. Ouais.
Tu vois? Où, en gros, la première soirée qu'on a faite et c'est comme ça que le Comedy Club, je pense, a fonctionné, c'est que je me suis dit: «Bah, on va faire une énorme, un marathon, tu vois, de 19h à minuit, et donc la terre entière défilait et il y avait tout le monde, des jeunes, des pas jeunes, tout le monde avait 2-3 minutes. Ah, tu devais être contente, du coup, là, c'est parce que, du coup, ça a réuni toutes les générations, donc c'est hyper inclusif, quoi. Oui, c'était hyper important pour moi que ça soit très inclusif. Il y avait des programmations pour tous les niveaux. Des micros ouverts pour les débutants, des plateaux payants, tu vois, etc. Et je programmais tout le monde à un niveau différent, comme au sport. Tu vois, quand t'arrives, t'as un certain niveau et tu montes en grade. Et donc, ça a créé comme ça un truc assez juste où tout le monde pouvait venir. Grave stylé. Et l'entrepreneuriat, ça t'a pas fait flipper? Non, tu t'es dit, vas-y, ça manque d'humanité, ce milieu, c'est bon, je fais mon truc. J'ai commencé ma boîte il y a 10 ans parce que, et franchement, je te jure qu'avant d'ouvrir cette boîte, je ne lisais pas mes contrats. Je ne supportais pas des papiers, j'étais comme tous les jeunes déjà, et comme tous les artistes, ah ouais, je signais comme ça, quoi. Et puis après, quand j'ai eu ces discussions avec mon prod, qui ça a duré 3 ans, que j'aime beaucoup, avec qui on est toujours en contact, mais en plus, on n'était pas dans les mêmes mondes au niveau de la télé. Je me suis dit, bah, en fait, comment je vais faire? Est-ce que là, si lui, ce prod-là que j'ai beaucoup aimé, qui a vraiment tout investi en travail, en énergie pour moi, qui m'aime de ouf, il est pas capable de me comprendre? Qui va me comprendre, là? Je regardais toutes les prods existantes, je me suis dit, mais ça va être difficile, hein. Et du coup, un jour, je marchais comme ça avec mon ex, et tout, je me rappelle, on sort le chien, il dit, je crois que je vais ouvrir ma boîte, hein, comme ça, je vais faire les trucs moi-même, hein. Il m'a dit, bah, vas-y, fais-le. Je dis, bah, vas-y, hein. Trop bien. J'ai découvert ce que c'était. Je suis resté quand même un an comme ça, bosser, tu vois, à découvrir ce monde. Et voilà, ça fait 10 ans. Incroyable. Et donc, ce premier spectacle que j'ai produit avec cette boîte, ça a été un spectacle avec des musiciens. Parce que la meuf voulait faire un stand-up toute seule. Tu vois, on se dit, genre, c'est ma première prod mollo. J'étais là, faire un truc à 4, on était 6 du coup, avec 7 avec les metteurs en scène. C'est une vraie troupe, quoi, tu vois. Ça, c'est canon. Putain, on va trouver l'argent, on va y arriver, hein. Mais déjà, si on a le kiff, en fait, c'est ça. On va venir à nous. C'est ça. C'est le sens avant tout, et tu te dis le reste suivra parce que tu sais ce que ça t'anime et tu sais pourquoi tu le fais. Bah, les gens pensent que le vaudou, par exemple, le vaudou. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Le vaudou? Je fais une petite parenthèse bizarre. Les poupées? Non, justement, le vaudou, c'est pas du tout de la sorcellerie. Ok. C'est très occidental par rapport à la colonisation et l'esclavage qu'on ait voulu mettre sur le vaudou, ce côté sorcellerie. Ouais, on n'y allait pas parce que c'est mieux Jésus. Mais la vérité, c'est que le vaudou, ancestralement, c'est la recherche de l'existence de Dieu. Ok. En fait, le vaudou, initialement, c'est vraiment parce qu'en Afrique ancestrale, il faut bien savoir que quand l'Occident est né sur un départ d'Africains qui sont montés vers le nord, d'autres qui sont partis vers l'est. Mais il y en a bien qui sont restés. Ouais. Et ces gens-là qui sont restés, ils ont continué d'étudier les étoiles, de regarder un peu ce qui se passait, de comment les cycles fonctionnaient. La base du vaudou, c'est de se rendre compte que tout c'est cyclique. Que tu vois, ça, c'est les empreintes digitales, c'est cycle, c'est des ronds. Ton œil, je dis le truc avec moi, je te résume le truc de les premières observations de l'humain en Afrique sur la vie. Oui, l'origine, vraiment. Tout est circulaire. La houle des vagues, tout est circulaire. Soleil, tout tourne. Donc, et en fait, la branche sorcellerie, c'est vraiment une branche du vaudou qui consiste à comprendre que comme tout est cycle, si je retire quelque chose me revient. On a tellement généralisé le vaudou. On a trop généralisé, on l'a diabolisé. Diabolisé, totalement. C'est pour ça qu'à Haïti, par exemple, on a cette dichotomie entre le christianisme qui maintenant la religion, évidemment, depuis des siècles, donc on va pas leur retirer. Mais c'est pour ça qu'il y a ce truc un peu bizarre où ils font quand même du vaudou caché. Ah. Tu vois? Parce que ça fait partie de nous, c'est nous ça. Et donc, je pense que ma façon de faire, c'est vraiment ce truc de fais ce qui est dans la bonne intention, ça va arriver. Si ça vient pas, c'est que c'est pas ça. C'est pas grave, mais fais dans la bonne intention. Tout est circulaire. Tu crois à ça, aux énergies, à la loi de l'attraction? Je crois pas, je vois. Tu le constates, ouais. Je constate, moi je crois en rien, hein. Franchement, je crois en tout et je crois en rien. T'es pragmatique. Ouais, mais je vois. Tu vois. Ouais. Je suis pas du genre à partir dans tous les sens, mais je me dis, ça m'a l'air un peu factuel et sensible aussi, quand même, tu vois. Quand même. Mais, je suis OK pour tous les, j'ai pratiqué l'islam pendant très longtemps, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, parce que je traverse ces mondes-là parce qu'ils m'intéressent beaucoup et qu'il y a forcément des choses à y trouver là-dedans. Il y a une recherche. Grave stylé, une grande curiosité d'esprit, on adore. La dernière question, déjà, ça passe grave vite, c'est sur l'affirmation de soi. D'accord. Pour le média LGBT+ Committed, tu as parlé du fait d'être lesbienne et noire. Et tu as dit, j'ai beaucoup de chance d'être qui je suis, car je ne peux pas avoir de hier, on me les a arrachés. Alors là, de quoi, de hier? De hier. Ouais, de hier, ouais. De hier, sinon c'est la ville dans le Var.
Alors, c'est quoi pour... Alors, j'ai plusieurs questions, parce que c'est un passage qui m'a... C'est intéressant ce que j'ai dit là, dis donc. Franchement, je me rappelle pas. c'est vachement profond. Alors, c'est bien, bravo. Franchement, ouais, de fou. C'est quoi qui est une chance? C'est d'être noire, lesbienne, et d'être fière de son identité? Et c'était quoi les... Enfin, pourquoi tu dis qu'on t'a arraché tes œillères? Voilà les questions que j'ai eues. Oui, très bien. C'est pas sûr. Il y a deux questions. C'est quoi pour toi la chance réellement dans ce que tu dis? C'est d'être noire, d'être lesbienne, d'être fière de son identité? Évidemment que non. Je pense que j'aurais été en fauteuil roulant, j'aurais dit pareil. C'est-à-dire que le fait d'être différent de ce qu'on appelle être normal, ben ça te permet vraiment de capter de prendre un pas de recul, que tu le veuilles ou non en fait. Comme font les humoristes. T'es obligé de faire un pas de recul parce que t'es obligé. En fait, quand moi j'ai vécu le racisme avec un monsieur adulte, je me rappelle, j'avais 7 ans, il en avait 40. On m'avait dit, on s'est retrouvés dans le même endroit, on me dit, il est raciste, c'est pas la peine d'aller lui dire bonjour. Et en fait, toi, t'es un enfant, et t'es là, je sais même pas ce que ça veut dire raciste et tout, mais je voyais, il aime pas les noirs. T'es enfant, t'entends ça, t'es là, ok. Et en fait, moi, c'est marrant, mon réflexe a été vraiment de lui serrer la main, tu sais, de aller le chercher et tout, avec mon bonjour monsieur, et il a fait comme ça et tout, et je lui ai tiré la main pour lui faire la bise, tu vois, parce que, enfin, je sais pas comment dire. Donc en fait, tu vois que les trucs absurdes, quoi. C'est absurde quand t'es enfant de voir que quelqu'un aime pas parce que t'es un peu marron. Ça n'a aucun sens pour moi. Aussi parce que j'ai une famille métisse. Et je dis ça aussi dans le sens où bah j'ai une grand-mère blanche, un grand-père noir. Et j'ai bien compris que la bêtise n'était pas liée à une couleur, mais à une ignorance, tu vois. Donc ça m'a toujours fait un peu rire en fait, genre. Mais rire nous jaune, hein, évidemment, mais tu sais en mode c'est trop bizarre quoi, c'est trop bizarre. Genre il te manque une dent, un bras, et les choses sont là. J'ai jamais compris en fait. Et donc d'où l'idée de faire des blagues aussi, c'est pour en rire à un moment donné, faire c'est bizarre non, on fasse tout ça. Donc c'est une chance de pouvoir faire un pas de côté, c'est une chance de pas être un homme hétéro blanc cisgenre en fait, c'est ça que je veux dire. Mais c'est un peu le résumé quoi, tu vois, encore une fois même eux maintenant dans ce monde-là, ça devient une différence, tu vois. Ouais, ça devient les mecs qui font de pas de côté dans un sens, donc enfin lentement, hein. Ouais. Très lentement. Il reste quand même très privilégié, mais sans s'en rendre compte souvent. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment une chance de pouvoir comprendre le monde et d'avoir. Après, je dis pas que parce que t'es noire et lesbienne, tu l'as forcément. Pas du tout. Je dis juste que avec qui je suis, avec ma vision et ces trucs de différence, ça permet de dire ok, les gens sont tout mon défaut, tout mon défaut. Ouais, cette espèce de clairvoyance. Ça n'a aucun sens. Enfin, ouais, ça n'a aucun sens. L'observation. Et pourquoi tu dis qu'on t'a arraché tes œillères dans cet extrait? Par ça, tu vois, ce monsieur de 40 ans, on me dit que petite déjà t'as été confrontée violemment à la noire quand t'as 6 ans, ça fait rire tout le monde parce que t'habites dans des bleds où il y a que des blancs et t'es là, c'est bizarre quoi. Et on t'enlève ton innocence enfant en fait, c'est ouf. Directement on te fait. Tes parents quand ils te disent attention les blancs attention. Ouais, dans l'autre sens, ouais. Donc ça t'arrache des trucs, ça t'arrache ton innocence quoi. De fou. Ce qui est bon, ouais. C'est comme ça. C'est une richesse quoi. C'est une richesse. C'est une richesse d'être pauvre. Ah, c'est fort ça. Ouais, c'est ça. C'est une richesse d'être pauvre. Ouais, bien sûr. Moi vraiment, j'attends l'effondrement bancaire là. On va voir c'est qui est fort. Ouais, franchement, nous, on s'est revenus sans manger. Tu vois. On va voir eux comment ils vont pas galérer. C'est nous les puissants. Bien sûr. Non, j'adore. Les premiers seront les derniers. J'adore. Ouais. On va pas finir là-dessus. Hein. Si on va complètement finir là-dessus. Sur cette petite chanson là, on adore. Bientôt The Voice. Franchement, incroyable, trop inspirant. Bah, on rappelle que du coup, projection ciné de l'être humain. La première, c'est le 31 janvier, c'est à Saint-Ouen. On rappelle ton site, shirleysoignant.com, où il y a toutes les dates, tous les lieux. Pour aller, bah, du coup, tu seras là pour aller te voir, discuter. Mais oui, on va parler, je vais surtout beaucoup écouter. Ça va aller vite parce que j'ai fait un essai déjà à la Bellevilloise en novembre et, en fait, en 3/4 d'heure et les gens se passent le micro et je suis là. Ah, c'est cool. Tu t'as nourri de ça. Je rebondis un tout petit peu, mais tu vois, c'est une vraie conversation, c'est un petit village qu'on crée à chaque fois. Incroyable. Ça va être chouette, je pense, ouais. Et puis le 31 janvier, c'est un peu particulier, comme c'est l'avant-première. On fait une expo un peu qui retrace un peu toute la carrière à partir de 19h dans le lieu qui est formé, qui s'appelle Comme une image. C'est quoi, je viens sur ma vie, je viens. Bah, viens, de vraiment. Invité avec vraiment. Et puis après, le petit teuf, quoi. De fou. Ce budget, tout ça. Ah ouais, trop bien. Ouais. Incroyable. Bah, vous êtes bienvenus, évidemment. Ah ouais. Et tout est gratuit, à part la projection qui est complète. Oh non, elle est complète. Ouais, elle est complète. Mais le 8, si tu veux, le 8 mars. Ah, le 8, vas-y. Au Pâté Fauvette. Ok, Je serai là à Paris. À Paris, du coup. Ouais, à Paris. Ok, trop stylé. Ah, trop bien. Bravo pour le complet.
C'est normal. Merci. Bah, bravo aux gens d'avoir payé parce que moi c'était la merde. Merci d'avoir un compte bancaire. Non, mais je pense franchement tu manques à beaucoup de gens et ils vont être trop contents de te retrouver. Et, moi, ça me fait trop plaisir d'avoir passé ce temps-là avec toi. T'as fait un cadeau avec plein de clés aux gens qui vont nous écouter. Maintenant, faut trouver les portes. Wow, ça c'est fort. J'ai envie de disparaître dans un film maintenant. Ouais, grave. C'est tellement mystique là. J'adore. Je peux faire un truc au montage là. Ouais. On va mettre une fumée, un truc. Non, franchement, merci beaucoup pour ce moment. C'était incroyable. Merci à toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est un grand honneur, vraiment. Je te dis, ça part de Nice, cette histoire. J'étais allée te voir en spectacle. Et là, on est là. Et, c'est un immense honneur. Force pour ton média. Mais merci sur l'humain et la santé mentale. C'est trop bien, les extraits que j'ai vus là. C'est vraiment plein de... C'est surtout ça. Tu vois, moi aussi, c'est comme toi, c'est quête de sens. Et surtout, se nourrir des gens qui sont inspirants et qui sont authentiques et qui font des trucs super, qui essaient d'avoir un impact à différents niveaux et tout. Et waouh, tu grandis à chaque discussion. Et bref, c'est génial. Ouais, c'est ça quelque chose. Ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va qu'on se fasse un check de fin, du coup? Un check à l'ancienne des années 80. Je m'adapte.